Palais présidentiel ce mardi, un conseil extraordinaire des ministres en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs décisions d'ordre social, économique et organisationnel ont été prises au cours de ce conseil. Les détails dans quelques instants. Dakar va abriter à partir du 29 novembre prochain le 15e sommet de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Avant l'arrivée des chefs d'État et de gouvernement, le village de la francophonie a été ouvert. Des précisions avec notre envoyé spécial dans quelques instants. Le monde entier célèbre ce mardi 25 novembre la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes, autour du thème l'élimination de toute forme de violence à l'égard des filles. Dans ce 20h, le message du gouvernement. La Coupe d'Afrique des Nations du football aura lieu en janvier en Guinée équatoriale. Les autorités de ce pays mettent tout en œuvre pour la réussite de ce rendez-vous du football en Afrique. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Bonsoir et bienvenue. Commençons par le palais présidentiel où un conseil extraordinaire des ministres a eu lieu ce mardi en présence du chef de l'État. Plusieurs décisions d'ordre social, économique et organisationnel ont été prises au cours de ce conseil des ministres, nous dit notre reporter Viviane Agnimer. Deux importantes mesures à caractère social ont été prises par le Conseil des ministres hebdomadaire qui s'est réuni exceptionnellement ce mardi sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Ainsi, le gouvernement va soumettre aux députés un projet de loi définissant de manière précise le statut de pupille de l'État, c'est-à-dire le cas des mineurs pouvant bénéficier de la prise en charge de l'État. Les personnes concernées sont les enfants ou les personnes ayant un âge entre 0 et 18 ans. Il s'agit notamment des enfants abandonnés, des enfants de parents toxicomanes ou atteints de troubles psychologiques, des enfants de mères incarcérées ou décédées en couche, des orphelins de père et ou de mère, des enfants trouvés et des enfants dont le père ou la mère sont dans l'incapacité de faire face à leurs obligations parentales ou ont été déchus de l'autorité parentale. Et puis le dernier groupe, c'est les enfants qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui peut mettre en danger leur vie. Donc dans tous ces cas-là, l'État peut recueillir ces enfants et leur apporter toute l'assistance dont ils ont besoin pour grandir normalement. Le gouvernement va aussi présenter un projet de loi toujours devant l'Assemblée nationale pour punir sévèrement les réseaux de proxénètes et tous les autres réseaux qui pratiquent la traite des personnes. Le gouvernement inclut dans cette sanction le mariage forcé, considéré aussi comme un cas de traite des personnes. Ici, il s'agit de traite de personnes, d'une personne qui utilise une autre personne ou un groupe de personnes pour atteindre des objectifs qui peuvent derrière avoir peut-être des intérêts financiers, etc. Un père de famille n'a pas le droit de marier de force sa fille. Nous sommes dans une société aujourd'hui où le mariage doit être une décision prise par la personne qui est concernée. Voilà. Donc il s'agit là de lancer ce message-là à toute la population en disant désormais, voilà ce que nous souhaitons en Côte d'Ivoire en ce qui concerne le mariage. Qu'il n'y ait plus de mariage forcé. Mais si la personne décide d'elle-même d'y aller, j'allais dire, elle n'a pas été forcée, donc il n'y a pas de traite. Parce que dans certains cas, malheureusement, il y a une vraie traite derrière la décision de mariage. Ce n'est pas une décision désintéressée du père. Ne pensez pas qu'il le fait par amour pour sa fille. Dans beaucoup de cas, il le fait par intérêt. Et cela est su. Donc il s'agit d'une décision qui va permettre, nous l'espérons, de traquer ce type de cas. Le Conseil des ministres a décidé la mise en œuvre effective à partir de ce mardi 25 novembre 2014 de la mesure d'interdiction des sachets plastiques. Le décret pris en mai 2013, l'effectivité de la mesure avait été reportée à plusieurs reprises. Cette décision, ce n'est pas une décision pour faire plaisir au gouvernement, ce n'est pas une décision pour faire plaisir aux institutions internationales. C'est vraiment une décision pour protéger nos populations. C'est le message qu'il faut absolument que chacun relaie. Il s'agit d'une mesure de protection de nos populations. Nous souhaitons que cela soit compris. Évidemment, les mesures de coercition vont s'appliquer avec toute la rigueur de la loi, mais dans le même temps,
le ministère en charge de l'environnement continuera de discuter avec toutes les parties concernées pour atténuer les effets négatifs que pourraient subir certaines des parties prenantes. Le Conseil a en outre accordé l'aval de l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 10 milliards de francs à la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire pour l'achat de 2 avions bombardiers qui assurent la desserte des lignes intérieures et a adopté 3 décrets pour permettre au secteur touristique national de renforcer sa compétitivité en mire triplée à l'horizon 2020, le chiffre actuel de 300 000 touristes annuellement pour atteindre le record de 1 million de touristes par an. Le président de l'Assemblée nationale est depuis hier en visite de travail et d'amitié au Maroc. Ce mardi, Guillaume Soro était au mausolée Mohamed V avant d'échanger avec des personnalités marocaines. Cette visite dans le royaume chérifien s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Le compte-rendu complet de notre envoyé spécial Hugues Hervé Blé dans nos prochaines éditions. Comme annoncé dans les titres, Dakar va abriter à partir du 29 novembre prochain le 15e sommet de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Avant l'arrivée des chefs d'État et de gouvernement, le village de la francophonie a été ouvert. C'est un espace d'exposition artistique que tous les membres de l'organisation vont s'y rendre. La francophonie, ce n'est plus seulement une question de promouvoir la langue française. Elle est devenue un espace culturel où plusieurs peuples se retrouvent et s'enrichissent des échanges. En prélude au 15e sommet de la francophonie qui se tiendra les 29 et 30 novembre, s'est ouvert le lundi 24 novembre le village de la francophonie au Grand Théâtre de Dakar, la capitale sénégalaise. C'est le Premier ministre sénégalais Mohamed Dionne qui a procédé à l'ouverture du village subdivisé en stand d'exposition, salle de conférence et podium pour les spectacles. Pour le Sénégal, c'est une grande fierté. C'est déjà avec un immense bonheur et un plaisir que de recevoir encore le sommet. Le président de la République du Sénégal, le président Macky Sall, va recevoir ses pairs pour communier autour de la francophonie. Le village de la francophonie est un marché où se vendent les produits des pays membres de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. La Côte d'Ivoire y est fortement représentée. Selon le ministre Maurice Bandama, le pays veut relever plusieurs défis et aussi rendre hommage à Abdou Diouf, le secrétaire général de l'OIF. Ce sommet va consacrer un hommage au président Abdou Diouf, qui a consacré 12 ans de sa vie à cette organisation. Sous son mandat, notre organisation a connu un grand rayonnement. Durant tous les travaux, à l'issue desquels sera désigné un nouveau secrétaire général de l'OIF, la diversité culturelle sera à l'honneur. La 93e session du Conseil permanent de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, s'est ouverte aujourd'hui à Dakar au Sénégal, 4 jours avant la tenue du 15e sommet de l'organisation qui démarre officiellement, nous l'avons dit, le samedi 29 novembre prochain en présence des chefs d'État et de gouvernement qui ont en commun l'usage du français. Les temps forts de l'ouverture de la 93e session du Conseil permanent avec notre envoyé spécial sur place à Dakar, Gabriel Zanilou. Ce mardi 25 novembre, au Centre international de conférence de Dakar, dans cette salle fermée à la presse, s'est déroulée la 93e session du Conseil permanent de la francophonie, CPF, sous la présidence d'Abdou Diouf, le secrétaire général sortant de la francophonie. À l'ouverture des travaux, il a fait le bilan de ses 4 mandats consécutifs à la tête de l'organisation depuis son élection en 2002. Un bilan unanimement salué car jugé positif par tous les représentants spéciaux des chefs d'État des pays membres de l'organisation. Mais ces assises préparent et facilitent les travaux des chefs d'État et de gouvernement. La réunion du Conseil permanent fait suite à une série de rencontres préparatoires où ont été abordés des sujets importants et plus récents comme la transition au Burkina Faso et un peu plus loin, la résolution de la crise malienne. D'autres questions politiques telles que la résolution des conflits internes aux pays francophones, la préparation des élections présidentielles, la lutte contre la menace du terrorisme en zone subsaharienne et bien d'autres sujets d'ordre économique comme l'appui aux initiatives des jeunes et des femmes ont été discutés. Le Ghana et le Nigeria participent aussi à ces rencontres en tant que pays observateurs.
Voilà, il faut également retenir qu'à partir de demain, le président gabonais Ali Bongo Ondimba entreprend une visite officielle ici en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a effectué récemment une visite de travail dans le département de Grand Laou, visite marquée par un meeting animé au stade Henri Konan Bédié de la région. L'occasion a été mise à profit par le ministre d'État pour demander l'implication des chefs traditionnels dans le processus de réconciliation nationale. Abou Sanogo. Échange à la salle des fêtes de la mairie de Grand Laou entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et les chefs traditionnels, chefs de communauté, chefs de village et les guides religieux du département. Saisissant l'occasion de sa présence dans la région, les têtes couronnées du département de Grand Laou ont tenu à témoigner leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara. Ils disent adhérer pleinement à la vision du président de la République et à son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Ils se sont par ailleurs félicités de la loi portant statut de roi et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Nous sommes sûrs que l'application effective et imminente de cette loi permettra aux auxiliaires de l'administration, que sont les chefs, de jouer encore plus efficacement leur rôle de régulateur de la société. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a invité les chefs traditionnels à être des acteurs de paix et de cohésion. Si le président a pris cette loi, c'est pour vous protéger. Je vous demande de nous aider à propager ce que vous avez su préserver ici. La paix, l'amitié, l'amour entre toutes les personnes qui vivent ici. On peut se regarder et puis s'apprécier, s'aimer. Chacun a sa spécialité, chacun a sa spécificité, chacun fait quelque chose que l'autre ne peut pas faire et ensemble, on est unis pour avancer. Donc c'est un message pour vous consolider l'esprit de paix que je voulais vous donner et surtout vous remercier. Au guide religieux, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko leur a demandé de persévérer dans leurs prières afin que la paix et la stabilité règnent définitivement en Côte d'Ivoire. Les réflexions du rendez-vous panafricain du web planchent sur la nécessité pour les pays africains de négocier le passage de l'analogie au numérique, l'un des temps forts de ce salon international Africa Web Festival, suivi par nos reporters. Africa Web Festival, ou quand l'Afrique décide de prendre en main son destin numérique. Durant 3 jours, le Gotha africain du web se réunit sur le bord de la lagune Ébrié. Objectif, tracer les sillons qui conduiront l'Afrique à la révolution numérique. Nous sommes à l'aube d'une révolution qui nous mènera au XXIe siècle probablement. Et les économies de demain, les entreprises de demain seront sous la houlette du numérique, c'est indubitable. Toutes les projections, qu'elles soient faites par de grands chercheurs ou même la Banque mondiale, nous l'indiquent. Restent cependant à lever certains obstacles sur le chemin qui mènera à ce virage numérique. Ce sont entre autres le financement des initiatives et innovations Made in Africa et la démocratisation des technologies de l'information et de la communication. Conscient de l'enjeu du tout numérique pour son développement, le gouvernement ivoirien se mobilise. Il s'agit pour nos États et pour les opérateurs du secteur privé de prendre à leur compte le potentiel incommensurable que représentent les TIC et de valoriser de la meilleure façon ce potentiel en y associant le plus grand nombre de nos concitoyens. Au niveau de notre pays, la Côte d'Ivoire, le développement des TIC fait l'objet d'une attention constante du gouvernement. Et dans cette perspective, un programme ambitieux de développement de cette technologie est mis en œuvre. Ce programme est en parfaite cohérence avec la vision et l'ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020. Moment crucial de ce virage numérique, juin 2015, date à laquelle les télévisions africaines devront basculer de l'analogique au numérique. On ne peut pas parler de médias sans parler de numérique. Les deux sont imbriqués. Quand on parle de numérique, c'est également les médias, parce que le numérique permet d'avoir effectivement une bonne qualité d'image, des sons, évidemment, d'avoir une multiplicité effectivement de chaînes. C'est en cela que c'est intéressant. La Côte d'Ivoire va basculer bientôt de l'analogie au numérique. Donc on
aura le numérique partout, que ce soit à la télé, à la radio. Donc c'est important pour les jeunes générations effectivement d'être dans l'air du temps. Plus de 2000 participants venus de toute l'Afrique prennent part à ce grand rendez-vous africain du web. L'initiative est de l'agence de communication Mandingo en partenariat avec le groupe RTI. TV5 Monde et la RTI sont désormais partenaires sur Brouteur.com, une série télévisée qui traite d'un sujet d'actualité, la cybercriminalité, diffusée sur RTI 1. Le contenu de ce partenariat avec Christelle Menant. La série à succès Brouteur.com, au cœur d'un partenariat entre la radiodiffusion télévision ivoirienne et la chaîne francophone internationale TV5 Monde. Africa Web Festival, ouvert ce lundi 24 novembre à Abidjan, a été l'occasion pour les deux parties d'annoncer la nouvelle. Nouvelle confirmée le jour suivant lors d'une conférence de presse tenue à Abidjan. Le partenariat porte sur la deuxième saison de la série ivoirienne Brouteur.com. Brouteur.com saison 1 a déjà été diffusée sur la première chaîne de la RTI et la Web TV Afrique de TV5 Monde. C'est notre plus beau succès de la Web TV Afrique puisque ça a plus de 800 000 vidéos visionnées. Et là, ça prend encore une dimension tellement plus forte justement avec la RTI et on s'est dit que c'était un beau projet et c'est vraiment l'occasion de pouvoir renforcer nos liens et de pouvoir mettre en avant un beau produit de la production africaine. Les séries africaines glanent de plus en plus de public à l'international, un succès que TV5 Monde Afrique et la RTI entendent accroître mais surtout accompagner. La deuxième saison est coproduite par la RTI, distribuée par RTI Distribution et sera diffusée par les deux chaînes. On espère vraiment donner la visibilité maximale à ce programme. En s'associant à TV5 Monde aujourd'hui, nous misons vraiment sur un public de plus en plus vaste pour la série. Dans cette optique d'internationalisation finalement pour les productions audiovisuelles ivoiriennes, je pense réellement que ce partenariat prend tout son sens. Le succès de la série Brouteur.com confirme par ailleurs la transversalité du sujet, la cybercriminalité. Autre objectif de ce partenariat donc, sensibiliser sur ce fléau, une mission que s'assignent aussi ces deux médias de service public. La Côte d'Ivoire perd plus de 3 milliards par an et que la Côte d'Ivoire est blacklistée. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire d'opération sur Internet, une opération financière sur Internet. C'est que même un compte Yahoo, pour ouvrir un compte Yahoo, un compte de correspondance, c'est impossible. Alors ce sont ces faits-là qui m'ont poussé à aller vers ce sujet de la cybercriminalité. Il fallait envoyer l'information, la vraie information à notre jeunesse parce que malheureusement la cybercriminalité touche notre jeunesse. Brouteur.com plonge les téléspectateurs et les webtateurs dans l'univers des cybercriminels, communément appelés brouteurs en Côte d'Ivoire. La saison 2, actuellement en tournage, comporte 26 épisodes de 26 minutes. C'est une série 100% ivoirienne, produite par Aquaba Film et Nid de Star, avec le soutien notamment de l'Agence ivoirienne de régulation des télécommunications ARTCI, de l'ambassade de France et du ministère ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité. Le reste de l'actualité nationale avec tout d'abord ce salon international des équipements et des technologies de transformation de l'agriculture. Le CIETA 2014 s'ouvre demain ici à Abidjan. Ce salon a pour objectif de redynamiser la transformation de l'ANARCAD au plan local. Et à la veille de l'ouverture de ce salon, les ministres de l'Agriculture et de l'Industrie ont effectué une visite sur l'esplanade du Palais des Sports de Treichville, où le grand public aura l'occasion d'obtenir à partir de demain des informations nécessaires sur les équipements et les technologies de transformation de l'agriculture. Plus de 3000 visiteurs sont attendus à cette édition 2014 du CIETA. Le monde entier célèbre ce mardi 25 novembre la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes autour du thème « L'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des filles et des femmes, y compris les pratiques humiliantes et dégradantes contre la traite et le trafic. En Côte d'Ivoire, par exemple, plus de 2 viols et 3 incidents de violence domestique sont enregistrés par jour. Une femme sur 3 dans le monde est victime de violences physiques ou sexuelles. La plupart exercées par le partenaire intime selon les Nations Unies. Viols, bastonnades, coups et blessures, excisions, abandon du domicile, mariage forcé sont des violences que subissent chaque jour des femmes. En Côte d'Ivoire, plus de 2 viols et 3 incidents de violence domestique sont enregistrés par jour
par le ministère en charge de la femme. Pour lutter contre ces violences à l'égard des femmes, des sanctions sont prévues par la loi. Nous avons notre code pénal qui réprime le viol et la peine est de 5 à 20 ans. Parmi les coups de blessures, il y a des coups, c'est des coups que vous portez à un individu, mais ces coups-là peuvent donner la mort. Et si les coups-là donnent la mort, on parle de coups mortels. Et en ce moment-là, ça devient criminel. Et la peine, c'est de 5 à 20 ans. Cependant, des obstacles demeurent et sont souvent dus aux pesanteurs socio-culturels. On arrête les maris. Quand elles viennent, on les reçoit, on porte plainte, elles portent plainte. Dès que l'affaire est transférée au parquet, elles sont les premières à venir demander pardon, à demander à ce qu'on n'amène pas leur mari, que leur mari ne soit pas déféré à la maison d'arrêt. C'est ça, c'est le frein. Seule la dénonciation et la sensibilisation pourront aider à mettre un terme au fléau. Les ONG qui militent en faveur de la promotion des droits de la femme doivent sensibiliser toute la population, aussi bien les hommes que les femmes. La sensibilisation ne doit pas se porter uniquement auprès des femmes, mais doit se porter aussi bien auprès des femmes que des hommes. Pour aider les victimes à sortir de leur silence, une journée internationale leur est dédiée. Décrétée par les Nations Unies, elle se tient le 25 novembre chaque année depuis 1991. Et pour être complet, sachez qu'aux États-Unis, une femme est battue par son partenaire toutes les 15 secondes et en Afrique du Sud, une femme est violée toutes les 23 secondes. Au Bangladesh, près de la moitié des femmes ont subi des abus physiques de la part de leur conjoint. Rendons-nous maintenant à Gagnoa, dans la région du Bois, où une campagne contre la rougeole a été officiellement lancée par les autorités administratives et les responsables du système sanitaire. Objectif, protéger les enfants de 6 mois à 9 ans, les mettre tout simplement à l'abri de la rougeole. Thérèse Tapeyoboy. La rougeole reste l'une des causes importantes de décès de jeunes enfants. Une raison qui a amené le gouvernement ivoirien à organiser cette troisième campagne de suivi de vaccination contre la rougeole afin de donner la chance aux enfants qui n'ont pas eu l'opportunité de se faire vacciner lors de la campagne précédente. Sont concernés les enfants âgés de 6 mois à 9 ans. Cela en vue de la réduction de façon drastique de la morbidité et la mortalité des jeunes enfants. La rougeole est une maladie infectieuse grave, non traitée, qui entraîne des complications à type de cécité, de susceptibilité, d'otite, d'infections respiratoires. Les autorités préfectorales, municipales et sanitaires ont exprimé leur reconnaissance aux partenaires, dont l'UNICEF et l'OMS, et exhorté les parents à se mobiliser pour la réussite de cette campagne de vaccination qui entre dans le cadre de la politique du président Alassane Ouattara d'œuvrer pour la bonne santé des populations. Une dizaine de mamans qui se sont distinguées dans le suivi régulier de la vaccination de leurs enfants ont reçu des cadeaux. Retour dans le district d'Abidjan et direction Koumassi. La voirie de cette commune souffre de son âge très avancé. La plupart des voies sont toutes dégradées, ce qui cause bien évidemment d'énormes difficultés aux automobilistes. On dira tout simplement qu'il est difficile, comme dans certaines communes d'Abidjan, de circuler sur la route de Koumassi. Le constat de notre reporter Herman Niamien Vénance. Difficile pour ces véhicules de se frayer un chemin sur cette voie. Nous sommes au carrefour Baragui dans la commune de Koumassi. La voie principale est totalement impraticable. Il y a plus de 6 mois selon les automobilistes, cette situation n'était qu'un simple fait divers. Une petite dégradation et puis bon, tout ça a pris comme ça et puis bon, quand il pleut on ne peut pas passer la pluie, il donne totalement la voie. Souvent même le cartel se pèse, les bras de choses, le pneu s'enlève, les cardans, en tout cas pratiquement c'est difficile. Cette voie n'est pas la seule à subir la dégradation. Un peu plus loin au quartier Aklomian-Blanc, la voie principale n'est pas mieux lotie. Les véhicules sont obligés de faire des détours pour accéder au quartier. Ce que vous voyez là nous porte vraiment un préjudice pour le commerce que j'exerce d'abord. C'est vraiment un préjudice pour moi. Parce que là, comme on le disait tantôt, là, les voitures n'arrivent plus de ce côté-là. Quand tu empruntes un taxi, tu dis à Aklomian-Blanc, c'est une destination que les gens ne veulent pas, où les gens ne veulent pas arriver, vous comprenez? Et donc, non seulement pour les usagers d'abord et pour les enfants même du quartier, c'est pas intéressant. La dégradation des routes à Koumassi gagne du terrain.
Aucun quartier de la commune n'est épargné. Habitants de la commune et automobilistes souhaitent donc que les autorités compétentes jettent un regard sur cette situation afin de les sortir de ce calvaire. Revenons maintenant sur ce sujet d'actualité, l'interdiction des sachets plastiques décidée par le gouvernement, une décision soutenue par la FECACI, la Fédération des associations des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Nous écoutons le président de cette fédération. Les sachets plastiques que l'on nous vend et qui sont utilisés pour l'emballage de certains produits de consommation tels que le placali, le riz, la tiéké et bien d'autres produits, la loco, constituent un danger de santé publique. Aujourd'hui, beaucoup de nos enfants ont le diabète, beaucoup de nos enfants ont des cancers, beaucoup de nos enfants ont des insuffisances rénales. Il est de notre devoir et du devoir du gouvernement de faire en sorte que la santé et l'environnement des Ivoiriens soient préservés. En tant que bénéficiaires d'une telle mesure, nous demandons à l'ensemble des producteurs, des importateurs, des distributeurs et commerçants de sachets plastiques en Côte d'Ivoire de se conformer à la mesure gouvernementale qui est bénéfique à la préservation de notre environnement. De la politique à présent, la campagne de sensibilisation, d'information et d'explication de l'appel de Daoukro se poursuit dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Récemment, le ministre Bruno Koné, à la tête d'une délégation du Rassemblement des Républicains, s'est adressé à la population du département de Mbengue dans la région du Poro. Dans chacun des départements visités, Bruno Nabagné Koné a rendu hommage à Henri Konan Bédié. Pour le ministre de la Poste et des TIC, le président du PDCI RDA, en lançant cet appel à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP, a fait preuve de grandeur d'esprit et de clairvoyance politique. Quand on est homme d'État, on travaille pour l'intérêt général, on travaille pour l'intérêt de son pays. Et je peux vous le dire, le président Henri Konan Bédié l'a bien vu. L'intérêt de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'était de lancer cet appel à supporter la candidature du président Alassane Ouattara pour un deuxième mandat en 2015. Bruno Nabagné Koné ajoute que cet appel résulte aussi du travail accompli par le chef de l'État en seulement 3 ans de pouvoir. Il n'y a personne qui soit aujourd'hui en Côte d'Ivoire en mesure de faire mieux que le président Alassane Ouattara. Personne. C'est un travail en profondeur de transformation de la Côte d'Ivoire. Le ministre en a profité pour appeler les Ivoiriens à l'union. Il a également évoqué les actions pour le retour à la paix, le dialogue avec l'opposition, la construction d'infrastructures de développement sur toute l'étendue du territoire et le rétablissement de la confiance avec les institutions internationales. Pour la consolidation et la continuité donc de toutes ces actions, Bruno Koné demande aux militants du RHDP et à ceux des autres partis politiques de permettre aux candidats du RHDP un large succès dès le premier tour de l'élection présidentielle de 2015. Comme on le sait, la Coupe d'Afrique des Nations de football aura lieu au mois de janvier 2015 en Guinée équatoriale. Les autorités de ce pays et la CAF mettent tout en œuvre pour la réussite de ce grand rendez-vous du football en Afrique. Rendons-nous sur place pour suivre les préparatifs à quelques semaines du coup d'envoi. À moins de 60 jours du début de la grande fête continentale du football, Malabo fait sa toilette. Un peu partout dans la ville, des ouvriers donnent un coup de fraîcheur aux installations sportives, des installations qui ont pratiquement été laissées à l'abandon depuis la CAN 2012, co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. Actuellement, 8 bâtiments sont en train de faire une propriété, la peinture, peinturer l'installation sportive, le stade, là où se jouera la CAN 2015. L'aéroport de Malabo lui aussi se prépare. C'est ici que vont arriver massivement les supporters de la plupart des sélections qualifiées pour la CAN 2015. Pour prévenir l'épidémie d'Ebola, le gouvernement équato-guinéen vient d'équiper l'aéroport d'une caméra thermique. On est en train de filmer la température pour voir que ça ne se passe pas de 38 ou 30 ou 40 comme ça là. C'est juste pour être sûr qu'il n'y a pas de fièvre.
Malabo, Bata, Ebébéyine et Mongomo sont les 4 villes qui vont accueillir la compétition du 17 janvier au 8 février 2015. Si dans la capitale économique de la Guinée équatoriale, il ne se pose pas de problème majeur, en revanche, dans les autres villes, les autorités soulignent la nécessité de mettre des bouchées doubles pour être au rendez-vous. Nous avons des installations, il faut le mettre au point. Nous demanderons à nos frères africains de nous excuser pour toutes ces petites difficultés qu'ils vont trouver dans nos organisations. De passage à Malabo, la présidente de la Commission de l'Union africaine a félicité la Guinée équatoriale d'avoir accepté d'abriter la CAN 2015. Mais elle reconnaît que l'organisation d'une telle compétition en 2 mois relève de la gageure. Les délais sont très courts. Alors j'espère que la Guinée équatoriale va s'adresser à tous les autres pays pour voir quel type d'aide ils peuvent lui apporter. Pour l'heure, le gouvernement équato-guinéen préfère ignorer la recommandation de l'Union africaine. Officiellement, il n'a adressé aucune demande d'aide aux pays du continent. Rappelons que le président gabonais Ali Bongo Ondimba effectue à partir de demain une visite officielle ici en Côte d'Ivoire. Fin de ce journal. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ongoran. Je vous souhaite une excellente soirée sur RTI 1.